Merci beaucoup donc pour cette invitation. Je m'appelle Benjamin Lavigne, je suis psychiatre au centre hospitalier Esquirol et chef de clinique à la faculté de médecine. Alors, titre un peu provocateur, oui et non. En fait, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ce titre, hein, c'est des patients, tout simplement, qui me posent souvent la question, que je reçois en consultation. Des patients, ou d'ailleurs des non-patients que je fréquente de très près, qui se posent souvent cette question en me disant, en gros, j'ai un cancer, donc c'est normal que j'aille pas bien, donc pourquoi j'irai voir un psychiatre? La première fois qu'on me l'a posé, j'ai rigolé. La deuxième fois, j'ai un peu souri. La troisième fois, je me suis dit, c'est quand même bizarre, tout le monde se pose cette question, alors que pour moi, la réponse est simple. Mais si ça l'est pour moi, ça n'a pas l'air de l'être pour tout le monde. Donc, je me suis décidé à m'intéresser un petit peu à cette question. Voilà le plan que je vous propose. On va rester dans des questions très simples. Le cancer est-il une raison suffisante pour aller mal? Quelle différence entre la déprime et la dépression? Cette présentation a-t-elle un intérêt? Normalement, à ce moment de la présentation, si vous pensez non, c'est que j'ai foiré les deux premières parties. Et, question importante, comment se faire aider? Alors, le cancer est-il une raison suffisante pour aller mal? Question apparemment simple, qui en fait pose une question plus large, qui est la notion d'événement de vie. Le diagnostic de cancer peut-il être considéré comme un événement de vie objectivement stressant? Figurez-vous qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent beaucoup à ces notions-là et qui du coup se posent la question. Alors à la manière d'un chercheur, ça m'a fait sourire de vous présenter leurs travaux. Il y a notamment une échelle que je trouve très rigolote, qui est l'échelle des événements de vie de Holmstrae, qui sont deux chercheurs qui ont réfléchi à quantifier le niveau de stress de manière objective, en tout cas d'essayer de le quantifier de manière objective, en allant interroger tout un panel de patients, de non-patients, et en leur demandant de noter leur stress vécu en fonction des événements de vie vécus. Ils en ont fait une moyenne. Alors il y a un certain nombre d'éléments intéressants sur cette échelle. D'abord, un événement de vie n'est pas forcément négatif. Et on peut réagir de manière très intense au niveau de l'organisme pour des événements de vie objectivement positifs. Par exemple, le mariage, qui théoriquement est un événement de vie positif, qui va avoir un effet à 50 sur 100, c'est-à-dire à la moitié du maximum. Vous voyez que le stress le plus intense, c'est le décès du conjoint, le divorce, et puis vous descendez un petit peu, vous avez la naissance d'un enfant, qui a un score de stress objectif assez élevé aussi. C'est une échelle un peu ancienne, elle date de 1967, donc vous aviez la notion d'une épouse qui trouve un emploi, qui est un stress important à vivre. Mais ça, assez rigolo, si on la refaisait passer maintenant, ce serait peut-être pas tout à fait la même chose. Passer Noël seul est un stress objectivement important avec un score à 12. Donc dans cette échelle-là, je vous ai mis juste les plus rigolos, laquelle concerne notre propos, c'est l'annonce d'une maladie grave et on est à 53. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que, objectivement, si on peut dire, dans un travail de recherche, oui, l'annonce d'une maladie grave, et donc oui, l'annonce d'un cancer, est un événement de vie objectivement stressant, et donc on peut s'attendre à des réactions. Alors ensuite, ce qui est intéressant, et vous le savez aussi, c'est que tout le monde ne va pas vivre cet événement de la même manière. Du coup, là encore, pour élargir un petit peu, comment réagit l'organisme face à un stress? Il faut revenir à la notion de stress. Ça aussi, c'est toujours rigolo. En fait, un mot qu'on utilise très couramment vient de l'ingénierie physique. C'est la façon dont un objet va réagir à une pression qu'on impose. Donc typiquement, c'est la façon dont cette espèce de petite barre en métal réagit et est capable de se déformer face à la compression. Donc pour nous, c'est comment on va réagir à un choc qui modifie notre organisme. Le corps s'adapte, puis revient à la normale, et la question c'est, ce retour à la normale, il va être plus ou moins important en fonction de chacun d'entre nous, et notamment en fonction d'une dimension qui est extrêmement importante en psychologie, qui est la dimension de résilience. La résilience, vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'est la capacité du corps à retrouver son état antérieur, ça c'est dans la physique. Et puis en psychologie, c'est Boris Cyrulnik qui est un psychiatre français qui a beaucoup travaillé sur cette notion puisque lui a vécu les camps de concentration et il a réfléchi à la notion de comment certains se remettent de ce traumatisme alors que d'autres le vivent toute leur vie avec beaucoup de douleur. Donc c'est cette résilience, c'est la capacité de chacun à se remettre d'un stress. Et tout le monde n'a pas les mêmes capacités de résilience. Alors cette résilience, elle vient d'où ? Il y a beaucoup de travaux que je n'ai bien sûr pas la prétention de résumer en une diapo, mais globalement, et comme à chaque fois, vous avez une part génétique, dont on a du mal à déterminer l'importance pour le moment, et une part environnementale. La part environnementale, c'est comment s'est déroulée ma vie. La vie depuis tout petit, puisqu'on se rend compte maintenant de l'importance du développement fœtal, avec des émotions qui sont vécues par le fœtus, notamment au niveau du 3e trimestre. Et puis du coup, en conséquence, des facteurs de stress que peut ressentir le fœtus et qui vont avoir un impact sur le développement, et notamment sur le développement du système nerveux central.
Le développement psychomoteur une fois qu'on est né, alors on raconte toujours un peu les mêmes histoires, il vaut mieux vivre dans une famille où tout le monde s'aime et où tout le monde va bien et où il n'y a pas de toxiques, que vivre dans une famille où papa n'est pas là, où maman consomme des toxiques et où le petit enfant est battu tout petit. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai souvent des sourires dans l'assemblée. En fait, en pratique, on rencontre ces gens-là beaucoup en psychiatrie et en psychologie. Ensuite, c'est l'entourage familial, bien sûr, mais c'est aussi l'entourage amical. Hein. À l'inverse, vous avez des jeunes qui naissent dans des familles dramatiques et qui vont réussir à s'en sortir parce qu'ils vont faire des rencontres positives. L'inverse est vrai aussi, vous avez des jeunes qui naissent dans des familles où a priori il n'y a pas de souci, qui vont faire des mauvaises rencontres et qui vont aller moins bien. C'est les traumatismes qu'on rencontre et c'est les facteurs de protection. Alors tout ça, bien sûr, ça fait la personnalité et ça fait une partie de la résilience et ça explique pourquoi, face à un événement objectivement stressant, nous allons tous réagir différemment. Nous sommes tous uniques, alors c'est rigolo, moi j'avais dit nous sommes tous différents. Donc... Et en particulier, du coup, nous allons réagir différemment à l'annonce d'un cancer. Donc, cette première partie me permet de dire que le cancer est un événement de vie objectivement stressant, pouvant donner lieu à une réaction de l'organisme. Donc cette phrase, elle est importante, c'est « j'ai le droit d'être mal, j'ai le droit d'avoir mal, j'ai le droit d'aller mal ». Peut-être que pour certains d'entre vous, ça semble banal, mais moi, parfois, il me faut 2, 3, 4 consultations pour réussir à l'entendre dire par mon patient. J'ai le droit d'aller mal parce que j'ai un cancer, parce que j'ai un certain nombre de choses qui m'arrivent. Et puis, tout le monde ne réagit pas de la même manière face à cet événement de vie, et c'est souvent ce qui va poser problème. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on annonce vous avez un cancer? En général, dans l'immédiat, il y a une première phase qui dure peu de temps, un peu de sidération, on se prend ça dans la figure, et puis ensuite, et je crois de plus en plus, on va quand même très très vite au départ, hein, on vous fait le diagnostic, ensuite il y a plein d'examens complémentaires, il y a les examens pré-thérapeutiques, en gros vous n'arrêtez pas, vous allez voir le cancérologue, le radiothérapeute, le médecin traitant, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et finalement il n'y a pas trop le temps de penser, et pas trop le temps de se poser de questions. Et puis il vient l'après, le diagnostic est fait, la première cure a commencé, et là pour la première fois depuis quelques semaines, quelques mois, on se retrouve assis à la maison, on n'a rien à faire et rien à penser. Je suis fatigué, alors je suis fatigué par plein de choses, par les médicaments, par le rythme que j'ai eu, par la maladie en elle-même. J'attends un peu ce qui se passe, du coup je réfléchis, et puis du coup je me dis qu'est-ce qui m'arrive. Donc j'ai le temps d'avoir peur, et du coup j'ai le temps de déprimer. Et donc là c'est la phrase classique, mais docteur, je ne suis pas dépressif, je fais juste une petite déprime. D'autant que vous pourriez m'engueuler en me disant, c'est normal, vous venez de me dire que c'était normal. Si c'est objectivement stressant, c'est normal que je réagisse avec une déprime. Alors oui, c'est vrai, je viens de vous le dire, mais c'est aussi une raison suffisante pour pouvoir faire une dépression. Et la déprime et la dépression, c'est pas tout à fait la même chose. Alors je vous ai adapté ce petit tableau qui résume, bien sûr c'est extrêmement simpliste, mais vous avez d'un côté la déprime. À mon avis, ce qui est le plus important pour faire la différence entre les deux, c'est d'une part l'envahissement des émotions de tristesse. C'est est-ce que je suis triste? C'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur après qu'on m'ait annoncé un cancer, mais est-ce que je suis triste en permanence, toute la journée, la nuit, pendant plusieurs jours d'affilée? Cette notion de durée aussi, elle est importante. C'est pas seulement dans les 3-4 premiers jours qui suivent l'annonce du diagnostic, c'est 15 jours après, 3 semaines après, 1 mois après, où la tristesse, elle est permanente, envahissante, et où surtout elle m'empêche de profiter des choses positives. Là encore, c'est une chose d'être triste parce qu'on m'a annoncé un cancer, c'en est une autre de continuer à l'être alors qu'on m'amène ma petite fille, mon petit-fils, alors que je vais voir le spectacle que j'attendais depuis longtemps, alors qu'il y a des choses positives qui m'arrivent. Je n'arrive plus à ressentir le positif que je ressentais avant. Je n'ai plus envie de faire les choses qui me plaisaient quand c'était avant. Donc ça, on le découvre en posant la question au patient, qu'est-ce que vous aimez faire? Je suis fan de lecture, de pêche, de chasse, etc. Est-ce que vous y allez encore? Non, là en ce moment, j'ai plus envie. D'ailleurs, je trouve ça bizarre, les patients me le disent, je trouve ça bizarre, en ce moment je ne lis plus alors que je lisais énormément auparavant. Ensuite, vous avez tout un certain nombre de symptômes qui sont importants, c'est la difficulté à initier des activités. Alors bien sûr, ce symptôme il est compliqué parce que c'est aussi un effet secondaire parfois des traitements. Vous allez avoir au niveau du sommeil des troubles du sommeil qui sont plutôt des réveils précoces, c'est-à-dire que je m'endors assez facilement, souvent parce que je suis épuisé, mais je vais me réveiller vers 3-4 heures du matin et ensuite je n'arrive plus à me rendormir. Quand on est anxieux, en général, on a du mal à s'endormir parce qu'on rumine, on rumine, on rumine, on rumine. Mais par contre, une fois qu'on s'endort, on dort jusqu'à la fin de la nuit. Les réveils précoces sont un élément important pour nous. Ensuite, vous avez la perte de poids. Alors là encore, dans la cancérologie, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez que le diagnostic est plus compliqué à faire du coup en cancérologie. La perte de poids, elle est fréquente, liée aux médicaments, liée à la maladie elle-même. L'absence de libido, je crois que cet après-midi, il y a un topo sur la sexualité, donc c'est extrêmement intéressant.
Des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention, dont on se rend compte qu'ils sont en fait assez fins dans la dépression et assez handicapants. Le sentiment d'avenir bouché, de ne plus réussir à voir l'avenir, c'est une réaction qu'on observe aussi fréquemment au début, puis ensuite le travail justement c'est de réussir à nouveau à remettre un avenir, et puis c'est bien sûr l'importance des idées suicidaires qui peuvent être extrêmement importantes dans certains cas. Donc on va se servir de ce canevas pour essayer de faire la différence entre l'un et l'autre. Parfois c'est très simple, il y a tous les symptômes, parfois bien sûr il y a des formes un peu frontières qui sont plus complexes. Alors j'en profite à chaque fois qu'on me fait parler de dépression pour essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est la dépression. Est-ce que c'est une faiblesse? On l'entend souvent. Est-ce que c'est une paresse? Mais enfin bouge-toi, t'es pénible, tu fais rien de ta journée. Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Quand on parle de vue de l'esprit, j'ai des patients qui me le disent encore, mais la dépression c'est vous qui l'avez inventé. J'aime bien montrer, c'est une imagerie cérébrale. Vous avez un cerveau à droite, un cerveau à gauche. À droite c'est une personne qui n'est pas déprimée, à gauche c'est une personne qui est déprimée. On leur demande de faire la même chose. Plus c'est coloré, plus le cerveau s'active. D'accord? Donc voilà, une vue de l'esprit, ou pas. Je vous donne mon point de vue de psychiatre. Moi je suis avant tout médecin, mon point de vue de psychiatre c'est que la dépression c'est une maladie. C'est une maladie essentiellement cérébrale, même s'il y a des travaux extrêmement intéressants en ce moment sur la sérotonine et le tube digestif, effectivement. Mais pour le moment, en tout cas, on est surtout sur une maladie cérébrale. C'est une atteinte de plusieurs systèmes cérébraux, assez fins, c'est pour ça qu'on ne le voit pas si on fait une imagerie du cerveau telle qu'une IRM. L'imagerie d'avant, c'était une imagerie fonctionnelle qui montre le fonctionnement. Si je prends une photo du cerveau, j'ai assez peu de problèmes. Et c'est une atteinte des systèmes essentiellement de la gestion des émotions. C'est pour ça que je vais soit avoir des émotions de tristesse extrêmement intenses, soit dans certains cas ne plus ressentir d'émotions du tout. Les patients vous décrivent une anesthésie affective. Et des fonctions cognitives, c'est pour ça que j'ai du mal à réfléchir à ce qu'on est en train de me dire, parce que le cerveau est ralenti. Les patients vous le disent, j'ai l'impression que ça rame là-haut, que je réfléchis moins vite. On me donne des informations, je ne les enregistre pas. Ce sont des atteintes très centrales puisqu'on est au cœur même de la communication entre les neurones. C'est là-dessus que vont jouer les traitements, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et puis la dépression, c'est souvent concomitant à un événement de vie. Alors je fais très attention avec cette causalité. C'est pas le cancer qui entraîne la dépression. On ne le sait pas assez et on doute même de ça. Mais c'est souvent concomitant d'un événement de vie. Il se passe quelque chose et peu de temps après, chez une personne qui est vulnérable, il va y avoir un épisode dépressif. Question que j'entends souvent du coup, pourquoi moi ? Pourquoi moi je fais une dépression alors que ma voisine qui a eu un cancer du sein n'a pas fait de dépression, elle a été très forte, etc. En fait, au début, quand j'essayais de trouver plein de réponses, etc., et puis en fait, je pense que c'est difficile de répondre à cette question, en fait, parce que c'est vrai que c'est injuste, puisque je vous ai dit qu'on était tous différents. Alors la différence en elle-même, elle est injuste, on ne peut pas le décider. Quelques modèles tentent d'expliquer, c'est une partie de ce que je vous ai présenté, la résilience, les traumatismes précoces. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien, on ne sait pas dire face à une personne qui fera une dépression, qui n'en fera pas. Alors ensuite, il y a plusieurs façons de réagir. On peut en vouloir, on peut en vouloir à soi, je suis nul, de toute façon, c'était sûr que je finirais comme ça. On peut en vouloir au médecin, vous êtes nul, vous ne l'avez pas vu. On peut en vouloir à Dieu, on peut en vouloir à son entourage, on peut en vouloir au monde. On peut chercher la cause absolument. J'ai des patients qui comme ça, essayent désespérément de comprendre ce qui se passe alors qu'ils se retrouvent embarqués dans des espèces de psychothérapie qui durent des années pour essayer de comprendre pourquoi eux font une dépression et pas n'importe qui d'autre. Parfois, certains se tournent vers l'ésotérisme, certains se tournent vers la génétique. C'est forcément que j'ai le gène de la dépression qui, je vous l'informe, n'existe pas. On peut le refuser, on peut le nier. On a beaucoup de déni d'état dépressif. Ou alors, on peut l'accepter et le combattre comme on combat le cancer. Moi, c'est vraiment ce que je dis aux patients, c'est ne vous trompez pas d'ennemis, ne vous bagarrez pas contre vous, ne vous bagarrez pas contre votre entourage, les soignants, bagarrez-vous contre la maladie. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme, franchement, de maladie dépressive, parce que je trouve que c'est plus facile ensuite de savoir qui est l'ennemi, justement. Pourquoi on n'en parle pas? Bon, alors après, quand j'ai revu mon diapo, je me suis dit, finalement, c'est le mauvais endroit pour poser cette question, puisqu'on en parle là. Mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, et les patients le disent eux-mêmes, finalement, on n'a pas tant posé la question de ça, de mon moral. J'avais lu un très joli article où en fait les auteurs disaient on est dans un vocabulaire extrêmement guerrier. D'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé juste avant. Il faut te battre, il faut que tu sois battant, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu es vaillant, tu vas y arriver. Alors c'est pas
mauvais de notre part quand on dit ça. C'est plutôt, justement, il y a une idée de dire, allez, on soutient, on y va à la bataille. Sauf que du coup, on est dans cette fuite en avant à tout prix, tout le temps. Et du coup, on ne prend pas le temps de s'arrêter un petit peu et de se poser la question de comment je vais, qu'est-ce que je ressens maintenant et comment je vis la chose maintenant. Donc il faut oser parler des émotions. Alors ceux qui étaient là il y a 2 ans, vous le savez, moi je dis toujours qu'il faut parler de tout, il faut y aller, il faut en parler, il faut oser le faire. Bien sûr c'est difficile, mais c'est important de réussir à parler des émotions. Je lisais une petite brochure là d'un laboratoire qui disait les hommes ont plus de mal à parler de leurs émotions que les femmes, et c'est souvent vrai, mais il faut oser le faire. Des ressentis, des affects. Ce n'est pas du surplus. Et pour le soignant, parce que je crois qu'il y a aussi des soignants qui sont là aujourd'hui, c'est oser poser la question, tout simplement. C'est parfois difficile, on a chacun notre vécu, on est parfois fatigué, il faut encaisser les pleurs en permanence, la souffrance en permanence, c'est pas si simple que ça, mais il faut quand même l'oser. Il y a cette espèce de mythe, ne lui parlez pas du cancer, ce serait trop lourd à porter. C'est parfois la famille qui dit ça, notamment chez des personnes plus âgées en général. Ne lui dites pas, docteur, elle est déjà pas très bien, ça sert à rien. Il y a eu un travail très intéressant. Quand je mets comme ça, c'est s'il y a une publication scientifique, c'est pour vous dire que ce que je vous présente, c'est pas juste ce que je pense moi, c'est un peu plus intelligent que je ne suis tout seul. En réalité, donc qu'on donne le diagnostic de cancer ou qu'on ne le donne pas, le taux de dépression ne change pas. Donc en tout cas là-dessus, ça ne protège pas le patient. D'autant que, vous vous en doutez, moi j'ai jamais compris pourquoi on faisait ça, parce que la personne s'en doute, elle sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde est soit trop gentil, soit parle pas assez, il y a anguille sous roche. L'idée derrière ça, c'est aussi que le patient est maître de son corps et qu'il a donc le droit de savoir. On se pose cette question dans le cancer, mais on se la pose dans beaucoup d'autres maladies, notamment dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Ne lui dites pas, docteur, de toute façon, elle va l'oublier dans 1 an ou 2. Laissez-lui profiter de ces 2 dernières années. Mon avis, là, pour le coup, c'est que le soignant est là pour dire la vérité, c'est surtout notre boulot, et ensuite pour accompagner et pour orienter. C'est pas juste dire la vérité et puis ensuite se dédouaner, ce serait un peu trop facile, c'est continuer ensuite à accompagner. Alors, globalement, il y a 2 grandes périodes à risque, parce qu'on se rend compte qu'on fait souvent des états dépressifs dans des moments particuliers, dans des moments de transition. L'idée, c'est que la dépression, ce serait en quelque sorte une maladie de l'adaptation. Je dois m'adapter à une nouvelle situation, et j'ai du mal à le faire. Parce que l'adaptation, c'est pas si simple que ça au niveau cérébral, là encore. Alors dans la vie, par exemple, les périodes d'adaptation, c'est l'adolescence. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épisodes dépressifs ou d'états dépressifs à l'adolescence. C'est la retraite professionnelle, un moment important pour faire des dépressions, etc. C'est la notion de transition de rôle social. Et en cancérologie, je pense qu'il y a 2 périodes importantes pour ce changement de rôle social. C'est le diagnostic. Je passe d'un statut de personne en bonne santé à un statut de personne malade, et dans la société, je n'ai donc pas le même rôle à jouer. Et puis il y a la rémission. Je passe d'un statut de personne malade à un statut de personne en bonne santé. J'étais malade, donc j'avais un arrêt de travail par exemple, j'avais des gens qui s'occupaient de moi, j'avais un médecin que je voyais régulièrement. Et puis je passe en rémission. Et tout à coup en rémission, je vois mon cancérologue beaucoup moins qu'avant, je vois plus les infirmiers avec qui j'avais fini par créer des liens, je suis finalement un peu plus isolé et je dois reprendre un rôle social de personne en bonne santé. Alors, au moment du diagnostic, les épisodes dépressifs, maintenant, on les voit bien, les patients arrivent facilement, on en parle finalement plutôt souvent. Par contre, au moment de la rémission, c'est très compliqué à admettre qu'on fait une dépression. Je devrais enfin aller bien, et je vais mal. Donc, je l'accepte pas, donc je combats, etc. Et en fait, on en voit beaucoup, c'est normal, c'est une nouvelle transition, et on peut le travailler aussi. Donc là, question importante, cette présentation a-t-elle un intérêt? Je m'étais demandé, est-ce que... Il est maintenant midi 20, j'entends pas trop de gargouillements, mais certains d'entre vous ont sans doute faim. Est-ce que les organisateurs auraient été assez odieux pour mettre une présentation totalement inutile juste avant de manger? A priori, non. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensiez avant, mais ça concerne beaucoup de monde. La dépression touche 16,3% des personnes qui sont hospitalisées en oncologie. Pour vous donner un ordre d'idée, en population générale, c'est 7,5% de personnes qui, sur une année, font un épisode dépressif. Donc on est à plus du double. D'accord? Et puis ensuite, il y avait un article intéressant qui date un petit peu, je n'ai pas fait une revue de la littérature non plus trop intensive, mais en fait, ça dépend beaucoup des cancers. Il y a des cancers dans lesquels il y a des dépressions beaucoup plus importantes. J'aurais eu 1h30, je pense que je l'aurais développé, parce que je pense que c'est très intéressant, notamment sur le vécu corporel du cancer. On ne vit pas un cancer cutané, comme on vit un cancer digestif, comme on vit un cancer gynéco, etc.
Et donc vous voyez, dans les cancers oropharyngés et les cancers du pancréas, c'est là où il y a les taux d'épisodes dépressifs les plus importants, jusqu'à 50%. Donc c'est énorme. Donc d'abord, c'est bien, ça montre bien qu'a priori, c'est pas inutile. Ensuite, est-ce que traiter la dépression, c'est un luxe en cancérologie? C'est quelque chose qu'on entend aussi, mais venant des patients, hein, plus que des cancérologues. D'ailleurs, écoutez, docteur, vous êtes gentil, mais je vois déjà mon cancérologue 1 fois par semaine, l'infirmière 2 fois par semaine, j'ai pas le temps de voir un psychiatre. Et puis j'ai autre chose à faire en ce moment, soigner une dépression, j'ai un cancer. Sauf qu'on parle de comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a en réalité 2 maladies qui sont associées, et l'une et l'autre ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Elles ont un impact l'une sur l'autre. C'est ce cercle vicieux. Et en général, je parle bien de cercle vicieux parce que ce n'est pas un cercle vertueux. Est-ce que c'est un amour à la Gainsbourg? L'idée, c'est le cancer et la dépression, c'est je t'aime, moi non plus. Hein. C'est plutôt des coups de vache en permanence. Donc ça détériore la qualité de vie d'avoir les deux en même temps. C'est-à-dire qu'une personne qui a une dépression et un cancer a une qualité de vie de moins bonne qualité qu'une personne qui a juste un cancer. Il y a une plus grande sensibilité à la douleur, c'est extrêmement intéressant parce que, bon, vous le savez, vous avez des injections régulières, des prises de sang, etc. Si en plus je suis dépressif, je vais être plus douloureux que si je ne suis pas dépressif. Donc ça, c'est toutes les pistes sur la dépression et la douleur qui sont extrêmement intéressantes. Le gros problème que ça pose, c'est que quand je suis dépressif, j'ai moins envie de me soigner. Donc il y a des difficultés d'observance. Après tout, à quoi bon prendre cette chimiothérapie? Après tout, à quoi bon aller voir ce médecin? Et donc on va avoir, à la fin en général, une moindre efficacité thérapeutique, non pas directement, a priori, là, les derniers travaux de recherche montrent qu'il n'y a pas de lien direct au niveau de la réponse thérapeutique entre la dépression et le cancer. En revanche, indirectement, parce que les patients vont moins bien prendre leur chimiothérapie, moins bien aller aux consultations, et ça va entraîner une moindre réponse thérapeutique. Et puis vous le voyez, les hospitalisations sont en général plus longues. Alors ça, c'est pas tant pour vous que je le dis, c'est surtout quand nous, on doit négocier avec l'administration des projets de recherche, etc. Il faut toujours parler argent. Hein. Donc de dire que les hospitalisations sont plus longues, ça permet de dire qu'il y a un vrai intérêt médico-économique à s'occuper de ces patients-là. Donc qualité de vie, douleur, difficulté d'observance, hospitalisation plus longue et moindre efficacité thérapeutique indirectement. Donc, ça n'est pas inutile d'en parler a priori. Comment se faire aider? Il faut en parler. Je pense que je vais le mettre sur toutes les diapos qui vont suivre, vous allez voir. Alors après, le mettre, c'est simple, et puis ensuite, c'est plus compliqué de le faire. Donc c'est ne pas hésiter à en parler. C'est en parler avec son médecin traitant, c'est en parler avec son entourage. Tu sais, je me sens pas bien en ce moment, mais plus que d'habitude. C'est en parler à soi. C'est accepter de se dire à soi-même, je pense que je ne vais pas bien en ce moment. Et pour pouvoir se dire ça, il faut pouvoir s'arrêter dans cette course en avant, justement. Ce n'est pas parce qu'il est compréhensible de réagir face à ce traumatisme qu'il ne faut rien faire. Mon propos, c'est pas de dire c'est normal, tout va bien, donc je ne vous revois plus. Au contraire, c'est normal, je le comprends, mais il faut faire quelque chose parce qu'il y a des choses à faire. Alors ensuite, quels vont être les rôles de chacun des intervenants que vous allez voir? À tout seigneur, tout honneur, le cancérologue, c'est vraiment, à mon avis, le rôle central. C'est lui qui va être là le plus souvent avec vous. C'est lui qui va avoir ce rôle de dépistage de la dépression. Et d'ailleurs, ça se fait de plus en plus souvent. J'ai vu pas mal de protocoles où il y a un questionnaire de dépression dans le protocole. Donc la dépression, elle est dépistée. C'est le rôle de prise en charge en première ligne. Et puis c'est considérer la dépression, finalement, comme on considère l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'insuffisance rénale qu'a mon patient en face de moi. C'est quelque chose auquel je dois m'adapter pour conduire un traitement qui va être efficace. C'est une comorbidité. Le rôle de l'équipe soignante, c'est le dépistage au quotidien. C'est les gens qui sont au quotidien au lit du malade, hein, qui viennent vous voir le matin, le soir, le midi. C'est eux que vous appelez quand vous sonnez avec la petite sonnette. C'est oser aller plus loin que un peu impersonnel, comment ça va aujourd'hui, que j'écoute à peine parce qu'en même temps je mets la perfusion et que j'en ai 25 autres à voir après. C'est aussi la réalité du terrain, hein, c'est de dire que si l'infirmière accepte de s'arrêter dans votre chambre, ça va être compliqué après pour les chambres suivantes. C'est ne pas avoir peur de poser des questions difficiles. La question difficile, en tout cas je pense, la plus difficile, c'est la question de la mort et la question du suicide, qu'il faut réussir à poser. C'est le rôle de soutien au quotidien pendant l'hospitalisation, et puis c'est l'idée que tout le monde a un rôle à jouer dans l'équipe. Hein. Il y a les fameuses petites mains des équipes, j'aime bien ce mot, hein. C'est les aides-soignantes qui ont un rôle extrêmement important dans le vécu corporel des choses. Quand c'est elles qui vont vous aider, qui vont vous habiller, qui vont vous laver, c'est elles qui touchent le corps. Et donc le corps, il est extrêmement important dans ce moment-là. Le rôle du psychologue, il y en a de plus en plus dans les équipes de cancérologie, et tant mieux. C'est le spécialiste du psychisme, du comportement humain, des processus mentaux. Il y a beaucoup de formations différentes pour devenir psychologue, mais globalement, toutes et tous, plus en plus de garçons, cherchent à accompagner l'humain dans la compréhension de soi.
En cancérologie, c'est mon avis, hein, je serais intéressé d'en discuter d'ailleurs avec s'il y a des psychos dans la salle, c'est le rôle de soutien, bien sûr, qui est primordial. C'est l'accompagnement dans l'acceptation de la maladie, l'expression des émotions. Là encore, dire comment je me sens, c'est pas si simple pour tout le monde. Et le rôle du psychologue, ça va être justement d'accompagner dans l'expression. C'est l'accompagnement dans la compréhension de soi, dans l'expression de ses failles, de ses vulnérabilités. C'est d'essayer de comprendre pourquoi j'en arrive là, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a pu être difficile. Et les failles qu'on porte tous sont plus mises à nu lorsqu'on va mal. D'accord ? On s'est construit avec un certain nombre de mécanismes de défense, et lorsque j'ai un cancer, ces mécanismes de défense vont peut-être plus s'exprimer qu'ils ne s'exprimaient jusqu'à présent. Le psychologue va être là pour vous aider à les comprendre. Le rôle du psychiatre, là aussi, à mon avis, c'est, j'espère pas inutile, c'est un avis, je pense, complémentaire hein, que peut demander le cancérologue, en cas de maladie dépressive compliquée, en cas de maladie résistante, en cas de pathologie psychiatrique sous-jacente, c'est aussi un... Je profite aussi de ces moments de communication pour dire ça, si on a le droit d'avoir une schizophrénie et un cancer, on a le droit d'avoir un trouble bipolaire et un cancer, et parfois, face à un patient schizophrène qui a un cancer, qui va du coup mal vivre ça, mais qui va l'exprimer avec des symptômes compliqués, délirants, etc. Là, je pense clairement que le psychiatre, il a un rôle de soutien fort auprès des cancérologues. Et puis c'est aussi hein, l'accompagnement dans l'expression des émotions, de la souffrance, et puis parfois dans ces difficultés de projection dans l'avenir. Théoriquement, c'est aussi le travail du psychiatre. Le rôle du médecin traitant, ne surtout pas l'oublier, parce que le médecin traitant, c'est lui qui reçoit tous les courriers du cancérologue, du psychiatre, de la psychologue éventuellement, des infirmiers, etc. Donc, vous avez peut-être vu sur les bureaux de vos médecins traitants, il y a une pile de courriers grande comme ça, il les lit plus ou moins, il doit faire le tri entre tout ça. Et quand vous rentrez à la maison, et puis il y a 2 ans, on avait parlé des chimiothérapies orales qui se donnaient à la maison, le médecin traitant a un rôle de plus en plus important dans votre prise en charge. C'est vraiment le chef d'orchestre pour moi, et du coup il doit bien connaître la situation pour savoir vers qui orienter. À mon avis, c'est lui qui va avoir ce rôle d'orientation. C'est, je crois, ce qu'attend de lui la santé publique, c'est de dire le médecin traitant, son rôle c'est de savoir vers qui orienter, à quel moment et dans quelles circonstances. Et puis en plus, souvent il vous connaît depuis longtemps. Alors, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai au final, qu'il y a un peu plus de nomadisme médical maintenant, mais théoriquement il vous connaît un peu mieux que nous tous. Quand j'ai fait ça, je ne savais pas que vous veniez. Heureusement que je n'ai pas dit d'horreur. Qu'est-ce qu'on fait du sophrologue, de l'homéopathe, de l'acupuncture ? Il y a une notion de médecine basée sur l'épreuve. Quand un médecin vous dit quelque chose, théoriquement, il ne vous donne pas son avis à lui, ou en tout cas pas que. Il vous donne aussi les conclusions d'un certain nombre de recommandations, d'un certain nombre d'articles scientifiques, de preuves scientifiques qui permettent de penser que ce qu'il vous propose, c'est ce qui a démontré une supériorité par rapport à d'autres choses. Je ne sais pas du tout si l'acupuncture a fait des études scientifiques, Si. Donc du coup... j'exclus l'acupuncture par rapport à la sophrologie et à l'homéopathie, qui ont fait moins de travaux scientifiques. L'idée, c'est de dire, certaines pratiques ont prouvé leur efficacité, d'autres ne l'ont pas forcément prouvé. Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que celles qui ne l'ont pas prouvé sont inutiles. D'accord ? Loin de là. Il faut essayer de ne pas être dogmatique, c'est-à-dire de pouvoir dire, moi, je veux bien que vous alliez voir toute personne qui vous fait du bien. D'accord ? Je veux juste, et j'ai trouvé très intéressant que vous commenciez votre propos en disant ça, faites attention à ceux qui vont vous dire « je m'occupe de tout, arrêtez de prendre votre chimio, arrêtez d'aller voir votre cancérologue ». Je suis content de vous voir réagir, mais si je le dis, c'est aussi parce qu'on sait que ça se fait. D'accord ? Donc c'est vraiment être dans quelque chose de plus multidisciplinaire, et tant qu'on est dans le bien-être, parce qu'en plus, c'est pas parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui qu'on ne comprendra pas dans 500 ans, dans 1000 ans, etc. C'est important de rester ouvert. Dernier point, sur l'entourage. L'entourage, il est toujours là, c'est le conjoint, la conjointe, les enfants, les parents, dans les cas de cancer de l'enfant, c'est les grands-parents, c'est les amis, ils sont là au diagnostic, ils sont là à la guérison, ils sont là à la maison, ils sont là pendant les effets secondaires, c'est eux qui vont vous soutenir au moment où vous allez avoir des vomissements, c'est eux qui vont vous soutenir au moment où vous faites un malaise, ils sont là au moment des réhospitalisations, c'est eux qui vous poussent à vous faire réhospitaliser, c'est eux qui prennent en charge votre douleur, qui vous voient avoir mal, sans parfois savoir quoi faire. Et donc souvent, quand on voit le conjoint, l'accompagnant, et vous, comment ça va ? Oh ben moi, vous savez, ça va. Bien sûr, ça va. J'ai pas le droit d'aller mal, puisque moi, je ne suis pas malade. Sauf qu'en fait, on peut tout à fait être aidant et souffrir de dépression. Jusqu'à 80% d'aidants présentent des symptômes dépressifs. Attention, des symptômes dépressifs, hein, ils ne sont pas forcément dépressifs. Mais c'est 16% des aidants qui ont une dépression. Vous vous rappelez, c'est le même chiffre que pour le patient lui-même. Donc l'aidant, il a autant le droit d'avoir une dépression, il a autant le droit, à minima, de réagir et d'être triste.
40% présentent une forte anxiété. C'est des chiffres extrêmement importants. Moi, j'étais assez surpris de les voir à ce point-là. Donc l'idée, c'est de ne pas hésiter à en parler non plus. Et moi, l'argument que je trouve le plus intéressant, c'est vous voulez aider votre conjoint, votre enfant, votre femme, etc. Vous l'aiderez d'autant mieux que vous êtes bien. Et vous avez le droit, vous aussi, d'avoir besoin de quelqu'un, d'avoir besoin de parler de vos émotions, d'avoir besoin de verbaliser, etc. Donc là, je pense que c'est l'intérêt des groupes de parole, très clairement, pour les aidants. Je pense que c'est vraiment le truc le plus intéressant. C'est dans cette optique-là que les groupes de parole me semblent être le plus intéressant. Et puis, c'est l'intérêt des associations. D'accord? Je fais un peu faillot, mais je crois que c'est pour le coup, je pense vraiment que c'est là, et les aidants le disent bien, c'est là qu'on a trouvé des gens qui avaient vécu la même chose que nous et avec qui on pouvait en parler. Voilà, c'est bon, je conclus. Peut-on avoir une dépression et un cancer? Oui. D'accord, très clairement. Oui, ça n'est pas rare, c'est compréhensible, il s'agit d'un événement de vie très difficile, ce n'est ni une honte, ni une faiblesse, pour moi c'est vraiment une autre maladie, et on peut se faire aider. Donc il faut ne pas avoir peur d'en parler, il faut pouvoir parler de tout, il faut pouvoir parler des douleurs, il faut pouvoir parler des effets secondaires, de la qualité de vie, et puis il faut aussi pouvoir parler de l'estime de soi, du vécu corporel, des relations interpersonnelles, comment le cancer a modifié la façon dont je m'exprime, dont je fais confiance aux gens, de la vie de couple, on va en parler cet après-midi, du moral et des idées suicidaires. Se faire aider par qui? Alors c'est parfois compliqué. En général, quand je fais des présentations à des étudiants, je passe 1 heure à réexpliquer qui est le psychiatre, qui est le psychologue, qui est le psychothérapeute, les différences entre tout ça. C'est extrêmement compliqué, on a tous des idées un peu confuses dans la tête. Donc c'est difficile d'y voir clair, mais le problème c'est qu'on ne pourra y voir clair qu'en demandant de l'aide. Et donc demander de l'aide, c'est là le rôle du médecin traitant, c'est le rôle du cancérologue, c'est le rôle des professionnels. Et puis, pour finir, n'ayez pas peur d'aller voir des psychologues ou des psychiatres. Certains, et la majorité, sont plutôt gentils. D'accord ? Je vous remercie. Merci beaucoup.